donc c'est sûr que ça peut donner des pistes, mais en même temps, on ne peut pas oublier qu'on traite de l'humain. Donc quand on traite de l'humain, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'algorithme magique. Hein. D'ailleurs, les Israéliens même qui sont à la pointe de ce genre d'algorithme, ils n'arrivent pas tout de même à arrêter ou à prévenir toutes les attaques potentielles. Alors que dans ce pays, on sait très bien que les Palestiniens ou les Arabes israéliens, avant de passer à l'acte, en général, ça parle beaucoup sur Facebook et ailleurs, et c'est grâce à Facebook qu'ils arrivent, les Israéliens, à détecter les potentiels assaillants. Mais bon, l'État islamique vient de revendiquer un attentat à Jérusalem, les attaques au couteau sont journalières, aux voitures béliers, c'est quasi tous les mois, ce qu'on découvre ici, ils le vivent eux depuis des années. Donc il faut plusieurs outils, bien sûr, pour essayer de comprendre, et je vous rejoins, parce que oui, effectivement, en France, cet outil n'est pas exploité, en tout cas à sa juste valeur. Voici encore une chose, j'ai noté dans ce que vous avez dit tout à l'heure que nous sommes entrés dans une nouvelle phase, face à ces manifestations de radicalisation religieuse, une nouvelle phase avec un nouveau regard. Et vous n'avez pas vraiment développé. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que serait ce nouveau regard depuis 2-3 ans, pas plus? Il faut voir que les mouvements djihadistes, en tout cas, ont opéré une vraie mutation aujourd'hui. Parce que si on compare, par exemple, avec le terrorisme des années 80, même quand c'était des groupes ou des groupuscules, il y avait toujours des États derrière. Donc il y avait quelqu'un avec qui négocier. Voilà, c'était le cas de certains attentats ici en France dans les années 80. On savait que l'Iran était derrière. Voilà, parfois les services répondaient avec des attentats à Beyrouth. La grille de lecture était la bonne. Alors qu'aujourd'hui, ce que beaucoup n'arrivent pas à assimiler, c'est que les mouvements djihadistes, donc que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique, sont passés à la vitesse supérieure et sont des vrais électrons libres. Il n'y a pas d'État manipulateur derrière. Et je vais être plus clair là-dessus, et je vais donner un exemple, d'ailleurs je développe tout ça dans mon livre. On sait tous que l'Occident, par exemple, a aidé les Moudjahidines en Afghanistan. Pour certains, ils sont devenus Al-Qaïda, mais est-ce que pour autant, l'Occident est derrière les attentats du 11 septembre? Bien sûr que non. Donc, on sait très bien, si on veut revenir encore plus loin dans l'histoire, que Lénine lui-même a été aidé par l'Empire allemand pour détrôner le tsar. Est-ce que pour autant on peut dire que l'Empire allemand, de manière machiavélique, était derrière la création de l'Union soviétique qui a menacé l'Europe pendant 70 ans? Bien sûr que non. Donc c'est le cours de l'histoire. Donc parfois il y a des intérêts qui concordent, jusqu'au moment où un mouvement donné devient très fort ou plus fort. On va faire une comparaison entre Al-Qaïda et l'État islamique. Moi-même j'ai eu l'occasion d'interviewer le numéro 3 d'Al-Qaïda, donc Al-Ansi, c'est un Yéménite, qui avait d'ailleurs revendiqué les attentats de Charlie Hebdo, et il m'a dit, texto, j'étais l'émissaire de Ben Laden aux Philippines, donc on parle des années 90, pour dire aux gens d'Abu Sayyaf que tout ce qui est égorgement et filmer les égorgements et la violence extrême, c'est contraire à notre précepte, parce que ça pourrait choquer les familles, parce que ça pourrait créer un repoussoir pour les potentiels djihadistes qui veulent nous rejoindre. Al-Ansi lui-même m'a dit, ce califat est légitime, on va le combattre par tous les moyens. Et là on parle d'Al-Qaïda quand même, hein. Ceux qui ont revendiqué Charlie Hebdo et Al-Qaïda au Yémen, c'est la branche la plus menaçante pour l'Occident, parce qu'elle a les moyens de son ambition, qu'elle soit technique ou les moyens techniques ou humains. Donc il y a ce djihad-là, celui d'Al-Qaïda, c'est un djihad d'élite. Pareil, j'ai pu interviewer un chef communicant d'Al-Qaïda à la frontière syro-turque, il y a à peu près 1 an et demi, et il m'a dit, et ça va tout de suite vous parler, il m'a dit, nous, on ne veut pas de djihadistes qui rejoignent la cause à cause d'une vidéo de propagande. Parce que ces djihadistes-là peuvent très bien lâcher la cause après une vraie scène de guerre. Nous, on veut des gens convaincus. Nous, on parle à l'intellect.
Alors que d'un autre côté, pour l'État islamique, c'est le djihad de masse aujourd'hui. Donc tout le monde est le bienvenu du moment où c'est au nom de la cause. Et donc, ça nous ramène à autre chose. On s'étonne beaucoup on dit, ah bah tiens, c'est un ancien délinquant, il buvait de l'alcool, patati, patata. Bon, le père, pas fondateur, mais le père spirituel de l'État islamique, c'est Zarqawi. Donc Zarqawi, ancien délinquant, trafiquant, qui a fini par rejoindre le djihad. Donc, si on dit pourquoi, parce que dans le djihad, il y a la notion de rédemption qui est bien réelle. Donc rédemption pour soi et intercéder pour 70 personnes de son entourage. Donc, c'est pour ça que beaucoup de djihadistes ont un passé criminel, parce qu'ils rejoignent le djihad à la recherche de cette rédemption. Et ça, ce n'est pas propre à l'islam, parce que dans la chrétienté aussi, à l'époque des premières croisades, on sait très bien qu'il y a eu cette notion de rédemption. Donc se battre pour libérer le tombeau du Christ et gagner sa rédemption. Donc c'est pas étranger à la religiosité en soi. Et d'un autre côté, on trouve beaucoup de criminels aussi qui tapent ici en Europe, qui frappent en Europe, pour la simple raison, c'est eux qui savent faire. C'est eux qui ont les réseaux, ils savent où acheter des armes, ils savent comment rester sur les radars et mener à bien leur expédition terroriste. Et quand ils savent d'autres s'aventurent à mener des attentats, en général ils échouent. On se rappelle tous de celui qui a essayé d'attaquer l'église de Villejuif. Donc il a bien sûr tué une personne qui a essayé de l'empêcher, mais il s'est tiré une balle dans le pied, il a appelé les secours. Il y a l'assaillant aussi de Notre-Dame qui a attaqué avec un marteau. Voilà. Donc, et là on voit que les profils peuvent varier et que les raisons sont souvent aussi pragmatiques dans le choix des hommes et le choix des modes opératoires. Si, alors le micro est ouvert pour les questions dans la salle. Donc vous me faites un petit signe et je vous donne la parole. En attendant, donc Alain, estimez-vous qu'aujourd'hui, après les 2-3 ans terribles que nous venons de vivre à cause de ces attentats de masse ou individuels, estimez-vous que nos services aujourd'hui ont amélioré leur capacité de détection et donc d'action contre cette menace? Bon, il y a longtemps que je ne suis plus aux affaires, donc je n'ai pas accès au secret d'État, mais il semble effectivement qu'il y ait eu au moins une augmentation des personnels, puisque ça c'est tout à fait officiel. Mais comme je dis souvent, quand on recrute des gens, ça prend un certain temps ensuite pour les former. Un officier traitant, il faut bien une bonne année. Et ensuite, il faut l'intégrer dans une équipe. Donc là, il faut au moins encore quelques mois avant qu'il soit opérationnel. Donc je pense que les augmentations en effectifs dans les services de renseignement commencent aujourd'hui à faire sentir leurs effets. Mais c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu être opérationnels immédiatement. Je voudrais juste venir sur 2 petites anecdotes. Une première anecdote, il se trouve qu'au début de ma carrière dans les services, je me suis occupé de l'Afghanistan. Et bon, j'ai suivi l'Afghanistan du temps de l'armée rouge présente sur place. Et après l'effondrement du mur, nous avons noué des relations à l'époque avec les services russes, le KGB, et au cours d'une rencontre fort sympathique autour d'une table bien approvisionnée, je rencontre un colonel du KGB et qui se trouvait être le chef de poste du KGB à Kaboul en même temps. Moi donc analyste d'un côté, lui chef de poste du KGB, et je lui pose la question donc dans les années 90, est-ce que vous connaissiez Ben Laden à l'époque? Il m'a dit absolument pas, j'avais jamais entendu parler de cette personne, on devait avoir une fiche sur lui quelque part, mais il n'était pas connu. Enfin, il n'était pas connu comme étant une personnalité de premier plan. On c'était certainement un logisticien qui était sur nos fiches, mais pas plus loin. Et ensuite, il y a eu toute une... donc, on a bâti toute une histoire d'héroïsme de Ben Laden pendant la guerre d'Afghanistan. Il était là, certes, mais c'était sa réputation est extrêmement surfaite. Je me rappelle très bien, par exemple, de l'AKR qu'il brandissait. C'était la nouvelle, à l'époque, c'était donc la version courte de l'AK-74 qui équipait l'armée soviétique. Et il était tout précisé, il s'agit de la Kalachnikov. Voilà, il était tout fier de l'exhiber en disant qu'il l'avait pris
des doigts d'un soldat soviétique tué, il semble que ce soit une légende. Et une deuxième, c'est sûr, alors c'est un peu une théorie, c'est sur Zarqawi, qui est tout de même le fondateur de l'État islamique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Zarqawi, il y a tout de même la rumeur qui court dans les milieux spécialisés qu'au départ de sa carrière, c'était un agent iranien. C'est-à-dire que cette personne est arrivée effectivement en Afghanistan, a créé son propre camp complètement indépendant de Al-Qaïda, et les Iraniens l'auraient récupéré pour qu'il infiltre Al-Qaïda au plus haut niveau. Et ensuite, ils l'ont perdu. C'est un classique dans la vie secrète, d'ailleurs, et dans la manipulation des sources, c'est-à-dire que quelquefois, il y a une source qui vous saute à la gueule, et c'est ce qui arrive, ce qui serait, le conditionnel est important, arrivé à Zarqawi, qui, une fois qu'il s'est retrouvé en en Irak, parce que ça a été un des premiers djihadistes envoyés en Irak après l'invasion des Américains en 2003, et bien là, il a explosé, je dirais, puisqu'il s'est complètement retourné contre ses mentors iraniens. Bon, cela dit, c'est une information qui n'est absolument pas confirmée, je tiens à le dire, mais c'est absolument pas impossible quand on sait comment on manipule des sources et comment ça peut nous sauter à la figure. Toujours pas de main qui se lève. Si, madame. Bonjour, je suis Bombard, je travaille à la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie, et je suis également réserviste au commandement terre du territoire national. Déjà, j'avais une remarque s'agissant du pont qu'il y a à faire entre le milieu universitaire et le milieu du renseignement. La direction militaire du renseignement a créé un service qui s'appelle, il me semble, Espace Campus, qui justement sert de pont, qui va servir vers ce pont-là. Qui vient de se faire tout récemment après. Par ailleurs, j'avais une question s'agissant du fait que même si l'État islamiste venait à mourir, les réseaux et... Concerné, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a toujours des clivages, des problèmes nationaux autour desquels les djihadistes capitalisent. Pour des raisons bien réelles. Hein. C'est pas, par exemple, si on veut parler par exemple de l'exemple irakien, les Irakiens, c'est des tribus sunnites qui avaient viré Al-Qaïda des villes fin des années 2000. Mais bon, parce que les promesses n'ont pas été tenues par le pouvoir politique, parce qu'il n'y avait plus les dollars américains qui tombaient sur les tribus, parce que les Américains ils règlent tout à coups de verre. Et quand ils ont arrêté ça, bon, il y a la nouvelle génération des clans sunnites, et il y a tout un chapitre consacré à cela dans le livre, qui ne se retrouvait plus dans la classe politique sunnite, donc il la considérait plus représentative. En plus de ça, il y a eu le printemps arabe, donc les sit-ins de Ramadi, qui ont été réprimés par la force, et du coup l'État islamique est revenu du désert en disant on va vous protéger. Et moi, ce que je vous dis n'est pas du tout, c'est pas de l'analyse. Hein. Moi j'ai eu des infos de première main avec, par exemple, pour Fallujah, un jeune étudiant qui m'a dit on est content, on a viré l'armée, voilà, il m'a envoyé des photos et tout. Il me dit, bon, écoute, c'est les gens de Fallujah, nous les clans, on gère les villes, les djihadistes, ils sont juste là pour sécuriser les périphéries et empêcher l'armée de rentrer dans la ville. Au fil des mois, il est devenu djihadiste lui-même. Lui et plusieurs membres de sa famille. Alors que son clan était anti-djihadiste à la base. Donc voilà, ça c'est des histoires propres. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner aussi l'exemple du Sahel. Ça veut dire le choix d'Iyad Ghali à la tête, pour ceux qui connaissent, à la tête du nouveau groupe n'est pas du tout anodin. Ça leur donne un ancrage local qui n'est pas du tout négligeable. Et il faut imaginer aussi qu'on va faire face à un djihad Peul aujourd'hui en Afrique, au Sahel et en Afrique centrale. Quand on voit les attentats de Ouagadougou, du Grand Bassam, et le dernier à côté de Bamako, non loin de la ville, il y avait des Peuls. Donc ça, c'est à prendre en considération. Pourquoi des Peuls? Parce que les Peuls sont un peuple nomade, et je ne vous l'apprends pas. Il y a le changement climatique, les nomades piétinent sur les terres des agriculteurs, et aujourd'hui, quelle est l'idéologie qui fait rêver et qui est révolutionnaire? Eh ben, c'est le djihadisme. Donc les Peuls, au lieu de rejoindre des mouvements de gauche ou d'extrême gauche ou X, Y, de mouvements nationaux, vont rejoindre le djihad. Hein, c'est comme ça. Et pour la Syrie et pour l'Irak, vous savez,
Einstein dit on ne peut pas faire et refaire la même chose et espérer des résultats différents. Alors aujourd'hui, la solution militaire en Irak et en Syrie n'est pas forcément la solution, parce qu'elle coûte très cher, hein, et parce qu'une fois la pression militaire a baissé, c'est rebelote, hein, pour dire les choses simplement. En ce qui concerne l'Occident, on a vu qu'il y a des maillages ici en Occident qui étaient propres à Al-Qaïda, qui ont été utilisés par l'État islamique. Et oui, ça peut continuer, mais les réponses ne sont pas les mêmes. Ça veut dire, dans les pays du Sud ou dans les pays des insurrections aujourd'hui, la réponse est militaire, alors que la réponse ici en Occident, elle doit rester policière. Moi, je suis contre l'idée de dire qu'on est en guerre. Hein. Moi, j'ai vécu une guerre de 15 ans, je sais ce que c'est. On n'est pas en guerre. Les supermarchés sont pleins, il y a de l'eau dans le robinet, il y a de l'électricité, donc on n'est pas du tout en guerre. Il faut faire la part des choses, et c'est un jeu d'équilibriste, en tout cas pour les démocraties occidentales. Ça, c'est sûr qu'ils vont être mises face à eux-mêmes sur différents plans. Parce qu'il y a aussi, par exemple, on parle beaucoup des djihadistes qui vont revenir. Il n'y a pas de djihadistes qui vont revenir. Hein. Ils vont ou bien mourir sur place, ou bien être emprisonnés. Parce que l'équation qui prévalait pour l'Afghanistan et pour la Bosnie, où les djihadistes étaient du bon côté de l'histoire, entre guillemets, donc ils revenaient chez eux sans être inquiétés, jusqu'à ce qu'ils commettent des actes criminels comme le gang de Roubaix, ne vaut plus aujourd'hui. Hein. Donc les djihadistes qui vont poser problème, ce n'est pas les djihadistes occidentaux, c'est les djihadistes des pays du Sud, des pays comme l'Indonésie, des pays comme la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, où ils ne sont pas répertoriés, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est pour ça que je disais qu'il faut arrêter de regarder, et ça je réponds à votre question, M. Ponce, quel regard faut-il changer? On ne peut pas regarder les mouvements djihadistes à travers les djihadistes occidentaux, parce qu'ils ne représentent pas grand-chose hein, au sein de la mouvance. Et je devais terminer sur une chose qui est très importante, que je ne cesse de répéter depuis 5 ans. Le problème qui va se poser sera le problème des enfants. Parce que pour la première fois, on a des nombres, un chiffre hallucinant d'enfants amenés sur des territoires du djihad par leurs parents occidentaux ou nés sur place. Parmi ces enfants, l'enfant qui avait 8 ans, 9 ans, arrivé en Syrie en 2012-2013, aujourd'hui c'est un préadolescent, il a commis des exactions, c'est un Français, ou vu des exactions au moins. Quelle serait la réponse? Qui les prend en charge? Est-ce que c'est la DAS? Est-ce que c'est les grands-parents qui essaient de les récupérer, comme les fameux grands-parents australiens qui sont allés rôder à la frontière turque en essayant de récupérer leurs petits-enfants, comme un grand-parent que j'ai moi-même connu et suivi à Nice, il me dit, moi ma fille elle est là-bas, elle ne va jamais retourner, ils sont d'origine italienne, et il me dit, elle est très heureuse là-bas, même sous les bombes, mais moi ma petite fille, j'espère la récupérer. Donc, quelles seraient les réponses? Est-ce qu'on va les incarcérer? Est-ce qu'on va les voir avec les enfants de tout le monde dans les mêmes classes? Donc c'est ça aujourd'hui les grands défis, à mon avis, pour l'Occident, c'est de garder la tête froide et jouer ce jeu d'équilibriste qui va se poser d'une manière assez brutale, je pense, dans les mois à venir. Une main devant, monsieur. Là devant, le monsieur au premier rang. Bonjour et merci beaucoup. Je suis monsieur Laurent Atalin, je suis issu de la société civile, pas du tout militaire, impliqué dans le milieu associatif. La question que je me pose, c'est concernant la coopération des services des différents pays européens sur ce sujet qui nous occupe en France, et l'adaptation qui a été faite par rapport à la guerre telle qu'elle existait, la Seconde Guerre mondiale, les guerres classiques, et la capacité qu'on a eu à s'adapter à la réactivité qu'il faut avoir, à la communication de l'information ayant pris dans le secret des pays entre eux. Qu'en est-il de cette coopération qui me paraît vitale? Merci pour la qualité de vos interventions. Bon, d'abord la coopération interservice, on enfonce une porte ouverte. Elle existe depuis des années. Elle existe depuis des années et en particulier dans le domaine de l'antiterrorisme parce que l'adversaire c'est le même. Alors il est vrai qu'il y avait des choses à améliorer et en particulier la rapidité de transfert des informations qu'on peut avoir. Mais en gros il faut savoir que ça fonctionne avec au sein de chaque ambassade un officier des services plus un officier généralement maintenant de police. Parce qu'effectivement nous sommes séparés
des GSE et des GSI, et donc nous avons quelquefois des rapports en parallèle. Donc les progrès à faire étaient surtout dans le domaine de la rapidité de transmission, mais dans le domaine de l'antiterrorisme, ça a toujours fonctionné. Dans le domaine de la lutte contre le crime organisé, ça commence déjà à être plus délicat parce que là, quelquefois, les intérêts sont imbriqués. Et alors, dans le domaine, bien sûr, de l'intelligence économique, là, il n'y a aucune coopération puisque là, nous sommes en concurrence. Mais donc, on n'a rien vraiment inventé ces derniers temps, on a juste accéléré un petit peu les processus. Je l'ai dit, l'expérience a montré aussi que le renseignement en bilatéral marchait bien, c'est-à-dire entre deux États, entre deux services, mais dès que c'était en multilatéral, c'était extrêmement compliqué à faire. Donc, c'est pour ça qu'une question bateau qui est posée à l'heure actuelle, c'est est-ce que le Brexit va poser des problèmes aux relations des services de renseignement entre les Britanniques et les Français, comme avec les Allemands d'ailleurs? Donc pas du tout, ça va continuer à exister comme avant. Bon, je disais bien, c'était la rapidité du transfert de l'information qui a été améliorée ces derniers temps, mais en gros, on n'a rien inventé. Pour prolonger cette réponse très précise, très complète, au plus fort de la crise entre l'Europe ou l'Occident et la Russie, alors même que des sanctions internationales étaient appliquées à la Russie pour cause d'Ukraine et de Crimée, un certain nombre de gens, de sources, et je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir le dire, nous affirmaient, et je pense que c'est juste, que c'est vrai, que la coopération entre services français, là je ne parle que des Français, et services russes, contre les filières terroristes djihadistes, cette coopération, cet échange d'informations n'a jamais cessé. Ce qui veut dire que vous avez les péripéties politiques et vous avez la réalité de la lutte antiterroriste. Et comme le disait Alain Rodier, c'est le même ennemi. Et donc, entre gens de bonne compagnie et de vrais professionnels, chacun défendant ses intérêts, il est possible d'échanger des renseignements. En franco-français, les choses se sont améliorées, évidemment, notamment depuis ces 2 dernières années. On a assisté à des synergies, à des exercices en commun, un certain nombre de préventions sont tombées. Et toutefois, et là c'est peut-être sans faire preuve de pessimisme, c'est quand même une certaine lucidité qui doit s'exprimer, le fait que le président Emmanuel Macron ait décidé de créer une task force antiterroriste montre bien qu'il y a des progrès à faire, notamment dans la coordination et l'action, pas seulement la coordination, mais la coordination et l'action de nos différents services. Donc on va voir ce que va donner cette task force qui est confiée à un grand professionnel du renseignement, le préfet Pierre Bousquet de Florian, mais on voit bien qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. J'avais un petit complément à demander à nos intervenants pour quitter un peu l'Irak, la Syrie, le Moyen-Orient et revenir chez nous sur la détection des violences religieuses notamment. Nous avons la réponse donc militaire à l'extérieur, policière, judiciaire. Est-ce que ça suffit? C'est-à-dire que, au regard de la matrice religieuse, idéologique, voire culturelle qui génère ces comportements djihadistes et terroristes, n'y a-t-il pas aussi tout un travail de recherche, d'analyse et de partage des expériences à faire en ce qui concerne cette matrice, c'est-à-dire le Coran et les hadiths, remettre peut-être en cause un certain nombre d'habitudes et aller au fond des choses en mobilisant l'ensemble des partenaires, y compris dans le monde musulman, où il y a des gens qui effectivement souffrent eux-mêmes au premier chef de ces dérives djihadistes, mais aussi en allant vers ceux qui, à l'extérieur de notre pays, ont pris à bras-le-corps ces difficultés face aux djihadistes, face à la radicalisation et aux problèmes que pose la déradicalisation. Je pense au Maroc. Le Maroc a mis en place tout un programme extrêmement ambitieux qui est en train de se lancer, qui donne, semble-t-il, des premiers bons résultats.
mais attendons la suite. Est-ce que, Wassim, Alain, Rodier, ça vous semble utile d'aller finalement de dépasser le cadre judiciaire, policier, pour aller vers quelque chose alors de plus sensible compte tenu de notre société, où se trouvent aujourd'hui 5 à 6 millions de musulmans, pour aller un peu au cœur des choses et ne pas repousser les défis ou les mettre sur le tapis? Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense qu'il faut partir du principe que la mouvance djihadiste, elle est par essence révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en s'inspirant du wahhabisme, donc Mohamed Abdullah, qu'est-ce qu'il a fait il y a 3 siècles? Il y a eu des tentatives de réformer l'islam, et Mohamed Abdullah a fait sa contre-révolution. Il faut qu'on parle de ce principe-là, que ces gens-là ne vont pas écouter les religieux de X pays, ou de n'importe quel pays. Donc ils sont déjà dans une démarche anti-institutionnelle, il y a un djihadiste français qui m'a dit nous, on rejette l'islam coutumier de nos parents et on veut restaurer la gloire de l'islam. Eux, nos parents, ils sont sur le mauvais chemin. Et ça vaut aussi pour les salafistes quiétistes, que les djihadistes exercent. Ça veut dire qu'ils estiment que c'est pas des bons musulmans, c'est des apostats parce qu'ils acceptent les lois du pays là où ils sont. Ils estiment que les frères musulmans sont des apostats parce que les frères musulmans acceptent le processus démocratique. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'appréhender. C'est un mouvement qui est contre toutes ces institutions auxquelles vous faites référence. Et je pense, à mon humble avis, que déjà le premier pas, c'est d'accepter qu'ils sont musulmans. Et le deuxième pas, c'est d'accepter, d'essayer de trouver les réponses ici même en France. Ça veut dire, il faut, en essayant de chercher les réponses ailleurs, on va importer les conflits. Parce que les problématiques qui se posent avec le djihadisme au Maroc ne sont pas les mêmes qu'en Égypte, ne sont pas les mêmes qu'en Syrie, ne sont même pas les mêmes en Irak, donc encore moins ici même en France. Et je vais vous donner un exemple très concret. Moi je comprends tout à fait que le voile, qu'une femme égyptienne ou algérienne ou d'un pays arabe estime que enlever le voile c'est une émancipation. Parce que dans ces pays-là, on impose le voile aux femmes. Mais ici en France, qui peut imposer le voile à une femme? Ça finit tout de suite au commissariat. Donc il faut faire attention à ne pas importer les conflits qu'on n'a pas ici en France. Donc ça, l'histoire du voile, c'est un des conflits, des problèmes. Et l'autre problème qui se pose, et c'est beaucoup plus, si vous voulez, géopolitique, ça veut dire c'est garder toute mesure dans l'analyse des choses. Moi, je vous rappelle qu'en 2011-2012, c'était bien d'aller se battre contre Assad. Donc, on a vu des myriades de jeunes partir en Syrie et donc, pour certains, devenir djihadistes, pour la majorité. Aujourd'hui, on dit c'est bien d'aller se battre contre les djihadistes du côté du PKK, ça a été évoqué, alors que j'ai vu moi-même des Français qui ont rejoint le PKK faire honneur aux problématiques qu'il y a eu à Air France et dire attention, nous on est là, on sait manier les armes. En Grèce, les Grecs qui ont rejoint le PKK, ils ont dit clairement on va utiliser les compétences qu'on a acquis en Syrie pour faire la révolution chez nous. Donc il faut faire attention à ne pas importer les problèmes qu'on n'a pas, donc admettre qu'ils sont musulmans, mais ne pas avoir l'ambition de créer un islam de France, essayer de gérer ça d'une manière, j'ai pas toutes les réponses, hein, mais essayer de démystifier un peu et de gérer d'une manière plus rationnelle, parce que je pense que la France peut quand même faire face à cette problématique et la dépasser assez facilement parce qu'elle a les ressources. Bien, merci. Une question, monsieur, allez-y. Et après, madame. Bonjour, merci encore pour cette intervention. Jamil Amanou, vulgaire étudiant en allemand de relations internationales. Ma première question, vous avez tous évoqué, est-ce que vous m'entendez? Vous avez tous évoqué l'idéologie et la nécessité de combattre à la source le problème et pas juste une intervention court-termiste physique. Quels sont les moyens concrètement qu'on a en tant que pays, en tant qu'Union européenne, de combattre l'idéologie djihadiste? Et ma deuxième question, c'est comme vous avez anticipé magnifiquement, est-ce que l'islam est réformable? Et si oui, par qui? Merci. Est-ce que l'islam est réformable? Là, il faudrait 2 heures de débat.
Donc, est-ce que l'islam est réformable? Je vous ai dit, il y a eu des tentatives de le réformer. Il y a différentes écoles dans l'islam. Il y en a qui acceptent l'idée de le réformer, d'autres non, d'autres qui acceptent d'interpréter les textes, ou plutôt les hadiths qui sont interprétables, et d'autres non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même dur de contrer les djihadistes sur le terrain religieux pour la simple raison qu'ils appliquent les écrits à la lettre. Et je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière, pour la fête du Eid, donc la fin du Ramadan, j'ai vu une vidéo de l'État islamique où ils égorgeaient d'autres sunnites qu'ils estiment apostats dans un abattoir, accrochés par les pieds, tête vers le bas, et donc le sang qui coule comme du bétail. Et je me suis dit, bah tiens, comment ils vont justifier ça, quoi? Parce que moi aussi j'ai une curiosité intellectuelle, parce que je sais qu'ils finissent par tout justifier. Et ben ils l'ont justifié. Ils ont dit qu'un gouverneur de Bagdad s'est dit dans un hadith, avait dit que c'était légitime de faire des sacrifices humains quand c'est les ennemis. Donc c'est un hadith autour duquel il y a débat. Donc il y a les gens d'Al-Qaïda qui disent pas du tout. Les gens des frères musulmans qui disent ah bah non, ça c'est un hadith qui n'est pas fort, parce que les hadiths forts, les hadiths qui ne sont pas forts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, ils justifient tous leurs actes d'une manière religieuse. Et c'est pour ça aussi que même les institutions religieuses ont du mal à contrer la propagande djihadiste, même si les tentatives donc, ne manquent pas. Hein, parce que les salafistes, il y a plusieurs courants. Hein, les salafistes du Hizb al-Nour en Égypte, ils sont pro-Sisi. Il y a des salafistes ici, même en France, quiétistes, c'est eux qui donnent les djihadistes sur les réseaux sociaux. C'est eux qui appellent la police, hein, c'est eux qui appellent les numéros verts. Il faut voir ça aussi. Hein. Il y a les salafistes en Arabie Saoudite, le roi est mort, vive le roi. Donc il y a différents courants, il y a des tentatives de réformer, mais encore une fois, je ne sais pas comment expliquer ça. Dans les mouvements de gauche, okay, on disait les rouges au début du siècle dernier, mais il y avait les rouges hyper violents, il y avait les trotskistes, il y avait les léninistes, et il y a eu aussi les khmers rouges au milieu du siècle. Donc il y a différentes tendances. Donc est-ce que on s'est dit comment réformer le communisme? Mais bon, il y a différentes interprétations. C'est ça aussi qu'il faut essayer de comprendre. Je pense que le terrain religieux est très difficile, et je pense que le gouvernement, en tout cas, je pense que plusieurs gouvernements, dont le gouvernement français, ils ont commencé à réfléchir le désembrigadement. Donc on ne peut pas déradicaliser, c'est gros n'importe quoi, il n'y a pas de pilule rouge, c'est pas une maladie. Pilule rouge, ça y est, on est guéri et on chante la Marseillaise, et ça vaut pour tous les pays. Moi j'ai connu des déradicalisés en Arabie Saoudite, dont un qui est allé en Syrie faire son djihad alors qu'il est en chaise roulante. Donc pour vous dire le niveau de détermination. Mais on peut désembrigader, donc empêcher le passage à l'action violente, en gardant, en se disant, bon, il a une idéologie radicale dans la tête, bah, qu'il la garde. Tant qu'il ne passe pas à la violence, on peut gérer. Et je pense que c'est ça, vers ça qu'il faudrait, en tout cas, se diriger. Vous savez, vous posez une question essentielle, mais ce n'est pas à nous à répondre à cette question. L'islam est-il réformable? C'est au monde musulman, aux musulmans eux-mêmes, à fournir cette réponse et à travailler sur cette réforme ou cette contre-réforme de l'islam. Avec, et ça c'est le second élément de ma petite remarque, c'est que personnellement, je pense que ça leur sera très difficile, parce que Wassim Nasser vient de le préciser, les radicaux, les djihadistes, ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis, ont une lecture littérale au plus près du texte, d'où la difficulté des réformateurs à les accuser de dérives sectaires ou autres. Non, tout est écrit dans le Coran. Reste à savoir si l'interprétation libre et la contextualisation envoyée au 7e siècle, au 11e siècle, ce qui est de ces siècles-là, est possible ou pas. Eh bien, un certain nombre de docteurs de l'islam et d'imams et de spécialistes disent que ça n'est pas possible, puisqu'on ne peut pas toucher au texte donné directement par Dieu. C'est très différent de la Bible, du Nouveau Testament, parce que ce n'est pas Dieu qui a dicté. C'est une interprétation humaine, inspirée par le Saint-Esprit, mais ça n'est pas du tout une dictée divine, à la différence du Coran. Et c'est pour ça que l'Église
catholiques, les chrétiens ont pu se réformer, se contre-réformer, aller dans tous les sens, sans pour autant bénir l'Inquisition et toutes les atrocités commises. Ça, c'était des péchés d'hommes, c'était contraire à l'Évangile et à l'enseignement de Jésus. Mais tout au long de ces années-là, l'Église, enfin le monde chrétien a su se réformer parce que les textes étaient interprétables. En islam aujourd'hui, le Coran n'est pas interprétable. On le prend tel quel ou on l'abandonne. Alors madame, une dernière question si vous voulez bien. Oui madame, vous êtes toujours en ligne, allez-y. En ligne. Non, que ce soit vert, voilà. Apparemment, il est éteint. Parlez bien dans le... Voilà, ça y est, il est allumé. Corinne Jacquemin, auditrice IHEDN Thalès. J'avais toujours sur vos réactions, Monsieur Nassar, concernant le fait de s'intéresser à ce qui se passe en France. Je crois que c'est en tout cas une des problématiques de beaucoup de représentants de l'État en France, et vous dites ça n'a pas de sens d'aller vers un islam à la française. C'est ce que j'ai compris d'une de vos interpellations tout à l'heure. Je voudrais vous demander d'aller un peu plus loin, puisque effectivement je comprends tout à fait ce que vous dites quand vous dites on ne va pas aller réformer les djihadistes eux-mêmes, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour éviter que plus de Français en tout cas, ou plus de gens qui vivent sur le territoire français s'intéressent à ce type de mouvance? Écoutez, moi franchement, j'ai pas vraiment la réponse à ça, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas pendant 4 ans dire c'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, et après du jour au lendemain vouloir faire l'islam de France. Donc c'est l'un ou l'autre. Voilà. Et d'un autre côté, comme je vous ai dit aussi, et je vais être très court, on ne peut pas rendre responsables tous les musulmans d'actes de quelques-uns. Donc voilà, donc on est face à beaucoup de contradictions en même temps. Je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. C'est une minorité radicale, soit, mais c'est pas pour autant que tous les musulmans doivent s'excuser ou qu'on doit créer un islam de France de toutes pièces. Les réponses peuvent se trouver ailleurs, au cœur de la société, mais déjà, il faut être cohérent avec soi-même. Merci. Merci Wassim, merci Alain, merci Alban pour cette table ronde, cet enrichissement. Comment conclure une table ronde où chaque question nouvelle entraîne des développements qui pourraient nous occuper pendant des colloques entiers. Alors, surtout qu'à travers les interventions qui vont suivre et jusqu'à demain matin, nous poursuivrons sur ces thématiques-là. Donc encore une fois, merci à chacun. Nous allons marquer une pause jusqu'à 16h15. Et à 16h15, nous céderons la tribune au professeur Mvomo Ella, qui nous vient du Cameroun, qui a patienté, qui a fait un long chemin et qui viendra nous parler des problématiques qui l'occupent chaque jour depuis un certain nombre d'années. Donc je vous propose cet arrêt momentané de nos services jusqu'à 16h15. Merci.